Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'une action que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu le temps de me poser sur le dossier Adobe pour le moment, et en plus c'est une action que vous m'avez beaucoup demandé sur la chaîne. Donc la voici, et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce que j'en pense et pour savoir si je vais me positionner dessus ou pas. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société et son business model. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale. Et enfin, nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si c'est intéressant de se positionner dessus maintenant ou pas. Et également, je vous invite à regarder la playlist méthode si vous ne l'avez pas déjà vue, afin d'avoir toutes les clés pour comprendre cette vidéo. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par la société Adobe. C'est une société bien évidemment américaine que vous devez probablement tous connaître, elle est cotée au Nasdaq, elle a pour ticker ABDE, elle a une capitalisation de 248 milliards de dollars, elle n'est donc pas éligible au PEA, elle ne verse pas de dividendes et elle est dans le secteur technologique. L'histoire de la société commence en 1982 et je ne pensais pas que la société Adobe était aussi vieille, honnêtement, et elle a été créée par deux ex-employés de Xerox, John Warnock et Charles Geschke. Ils commencent par commercialiser le langage Interpress sous le nom de PostScript. En 83, Apple acquiert 15% des parts d'Adobe et devient le premier distributeur de PostScript. En 86, Adobe fait son IPO au Nasdaq. En 87, elle crée son premier logiciel, Adobe Illustrator, disponible uniquement sur macOS à ses débuts. En 88, elle lance Photoshop. En 89, Apple revend ses parts d'Adobe, notamment après un épisode appelé la Font Wars, incluant Microsoft, et c'était une bataille globalement pour savoir qui avait le droit d'utiliser ou pas les technologies de gestion des fontes, donc des polices développées par Adobe. Ensuite, en 91 a eu lieu le lancement d'Adobe Premiere dédié au montage vidéo, et d'ailleurs c'est le logiciel que j'utilise personnellement pour monter les vidéos. Ensuite, le lancement d'Adobe Acrobat et du format Portable Document Format, donc le format PDF. Et ça, pareil, je connaissais Adobe Acrobat, mais je ne savais pas que les PDF avaient été développés et créés par Adobe. Ensuite, en 2005 a eu lieu l'acquisition de Macromedia, éditeur notamment des logiciels Dreamweaver et Flash, et de la société Author Wave. En 2009, l'acquisition de Omniture. En 2013, l'acquisition de la société française Neolane. En 2018, l'acquisition de la plateforme de e-commerce Magento. Et en 2022, l'acquisition de Figma, outil spécialisé dans la création d'interfaces utilisateurs, donc UX et UX Design, donc User Interface et User Experience. Et Figma est un logiciel que j'utilise au quotidien et que j'utilise pour toutes mes productions graphiques, tout ce que vous voyez passer sur Instagram, les miniatures, les slides au sein des vidéos, donc c'est vraiment un outil que je connais très très bien pour le coup. Maintenant, au niveau des ventes par activité, premier point, on a le segment Digital Media qui représente 73% des ventes, puis le segment Digital Experience avec 25% des ventes, et le segment Publishing and Advertising avec 2% des ventes. Au niveau des ventes par région, on a 60% dans les Amériques, 25% en EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, et 15% en APAC, donc Asie-Pacifique. Au niveau des produits, donc on a trois segments principaux, donc Digital Media, ça comprend tous les produits dédiés à la création de contenu créatif, avec notamment le Creative Cloud qui regroupe Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign et tous les outils de la suite Adobe. On a également Adobe Express, Firefly, Acrobat, etc. Ensuite, on a le segment Digital Experience qui sont toutes les solutions dédiées aux expériences clients avec des solutions e-commerce comme Magento et des solutions de CMS, donc Content Management Software, et également des solutions d'analyse, notamment d'analyse de parcours utilisateur, de conversion de e-commerce, etc. Et ensuite, on a le segment Publishing and Advertising, on va pas trop revenir dessus, c'est un segment legacy, donc un segment historique, qui inclut des solutions d'impression comme Adobe PostScript ou Adobe PDF. Maintenant, au niveau des clients, premier point sur le segment Digital Media, on a principalement des professionnels créatifs, que ce soit des freelances, notamment des designers ou des créateurs de contenu professionnel, comme par exemple des photographes, des vidéastes, des monteurs vidéo, etc. Et la société est également utilisée par des entreprises de création, comme les agences de communication, de marketing ou de design. Et elle est également utilisée par certains particuliers ou étudiants dans les milieux créatifs. Ensuite, on a le segment Digital Experience qui est plus spécialisé sur les petites et moyennes entreprises et ce segment est très axé B2B et propose des solutions orientées expérience client, commerce et analyse de données comme on l'a dit juste avant.
Au niveau des concurrents, il n'y a pas vraiment de concurrent direct à Adobe puisque c'est vraiment la référence pour tous les professionnels du milieu et c'est la référence pour les logiciels créatifs. Et il n'y a tout simplement pas d'équivalent pour certains logiciels, même si vous pouvez le voir à droite, je vous ai mis une petite fiche qui récap pour chaque logiciel les variantes gratuites et payantes aux solutions d'Adobe, mais en général, les solutions d'Adobe sont vraiment la référence dans le milieu, et surtout dans le milieu professionnel, ce sont vraiment ces logiciels-là qui seront privilégiés en premier. Ensuite, on retrouve quelques gros players sur le marché comme Microsoft, Oracle, Salesforce ou Apple par exemple avec Final Cut Pro, mais notamment Microsoft, Oracle et Salesforce, ils sont surtout positionnés sur le segment Digital Experience, donc tout ce qui va être analyse, plus que sur le segment Digital Media où Adobe n'a vraiment pas de concurrent. Et ensuite, on retrouve des petits players avec des solutions plus spécifiques et souvent moins chères et plus accessibles que vous connaissez probablement, notamment Canva, CapCut ou encore Clap. Ce sont vraiment des solutions spécifiques. Par exemple, CapCut est spécialisé sur le montage vidéo et ce sont des solutions qui sont en général plus accessibles et plus faciles d'accès avec une courbe d'apprentissage moins élevée. Ensuite, au niveau du management, on retrouve Shantanu Narayan qui est CEO depuis 2007 et qui a intégré la société en 1998. On a Scott Belsky qui est CSO, donc Chief Strategy Officer depuis 2017. Gloria Chen qui est CPO, donc Chief People Officer depuis 2020. Et Dan Dern qui est CFO, donc Chief Financial Officer depuis 2021. Au niveau de l'actionnariat, on voit qu'on n'a pas de ligne réellement intéressante, on a surtout des institutionnels relativement classiques. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de la société. Et comme d'habitude, on se retrouve sur l'application IQ Invest. Si elle vous intéresse, vous aurez tous les liens en description ainsi qu'un code de réduction qui s'affichera à l'écran. Code de réduction qui vous donne moins 10% sur le premier mois et qui est valable uniquement pour les nouveaux inscrits. Premier point, on peut constater que la société ne surperforme pas le S&P 500 sur les 5 dernières années. On voit que la société a largement corrigé fin 2021 et qu'elle n'a toujours pas retrouvé ses plus hauts historiques avec un CAGR de 13% et une linéarité relativement mauvaise de 0,38. Et sur les 10 dernières années, par contre, c'est beaucoup mieux. Ici, la société bat largement le S&P 500 avec 699% de rendement, un CAGR de 23% et une linéarité très bonne de 0,9, même si elle est largement inférieure à celle du S&P 500. Au niveau de la note quantitative, on a 14,5 sur 20, même si cette note est relativement sous-évaluée puisqu'on n'a pas de dividendes, donc forcément on perd d'office 4 points. Par contre, on voit qu'on a de très bons retours sur capitaux avec un ROIC de 18% sur 10 ans. On a des marges excellentes avec une marge brute de 88%, une marge nette de 24% et une marge free cash flow de 31%. Le tout avec quasiment pas de capex, 3% de dépenses en capex par rapport aux résultats opérationnels. C'est vraiment très faible. Au niveau de la croissance, elle est bonne partout, que ce soit en top line avec 20% de croissance du CA sur les 10 dernières années, au niveau des EPS avec 40% de croissance des earnings per shares sur les 10 dernières années, et des free cash flow avec 26% de croissance sur les 10 dernières années. Et vous voyez que les free cash flow augmentent plus vite que le chiffre d'affaires, donc ça c'est un très bon point, ça veut dire que les marges ont augmenté et que la société soit améliore ses processus opérationnels, soit a de plus en plus de pricing power. Au niveau de la santé, on n'a quasiment pas de dette avec 0,82 de dette sur EBITDA et forcément on a un payout ratio de 0 puisque l'entreprise ne verse pas de dividendes. Maintenant, si on passe à l'onglet quantitatif, on voit que la courbe des revenus est vraiment très linéaire et très belle et surtout vraiment croissante. Ensuite, au niveau des EPS, donc des bénéfices par action, on voit qu'on a eu une baisse en 2021 et 2022 après un énorme pic en 2020. Et au niveau des free cash flow, on voit qu'ici, on a une croissance qui est plus stable que les earnings per shares, mais par contre, on a eu une baisse des free cash flow en 2023. Au niveau des marges, vous voyez que les marges sont croissantes dans le temps, puisque la marge opérationnelle est passée de 9% à 34%, ce qui est vraiment une belle augmentation, et vous voyez que les capex ont également diminué sur la même période. Les retours sur capitaux sont vraiment également en augmentation, puisque le ROIC par exemple est passé de 3% à 26%, donc on a vraiment une augmentation des retours sur capitaux qui est très bonne. Dividendes, on n'en a pas forcément, elles n'en versent pas. Au niveau des dettes, vous voyez qu'on n'en a quasiment pas, et que surtout elles sont décroissantes. Les actions en circulation sont en diminution, donc ça c'est un très bon point, et l'entreprise forcément effectue beaucoup de rachats d'actions. Maintenant, si on regarde donc les concurrents, on est dans la sous-industrie logicielle infrastructure, donc forcément on retrouve beaucoup de gros acteurs comme Microsoft, Fortinet, même si Fortinet n'est pas du tout sur le même segment. On retrouve également Palo Alto et Checkpoint dans le domaine de la cybersécurité, Adyen, etc. Mais ici, ce ne sont pas vraiment des concurrents, mais plutôt des acteurs du même secteur. Et maintenant, on peut donc passer à l'analyse fondamentale de la société, et on va commencer de suite par les forces. Et premier point, elle possède une vaste gamme de produits diversifiés s'adressant autant à du B2
B2C qu'à du B2B. Elle a des produits qui sont indispensables pour de nombreuses professions créatives, ainsi que l'édition notamment de PDF. Elle a une marque qui est très forte et synonyme de créativité. Adobe est la référence dans le milieu et est gage de qualité. Elle possède également un écosystème de solutions avec notamment le Creative Cloud qui offre une synergie et pousse à utiliser de plus en plus de produits. Elle possède également une grande communauté offrant beaucoup de contenu pédagogique sur les logiciels d'Adobe. Vous allez trouver beaucoup de tutos par exemple pour Photoshop, Illustrator ou autres. Elle est pionnière dans de nombreuses technologies comme le format EPS, PDF ou encore la technologie Flash dans les années 2000 qui est aujourd'hui complètement disparue et remplacée par le JavaScript. Adobe a opéré une très bonne transition d'un modèle de licence vers un modèle SaaS, donc Software as a Service par abonnement. Le segment Digital Experience est encore récent et pourrait amener beaucoup de croissance à l'avenir, et sur beaucoup de logiciels pourtant déjà leaders, Adobe est resté très agressif en termes d'innovation et de nouvelles fonctionnalités avec une innovation constante. Au niveau des faiblesses, les solutions d'Adobe peuvent souvent être considérées comme chères, la barrière à l'entrée en termes de courbe d'apprentissage est grande, ce qui peut favoriser des solutions plus accessibles comme Canva ou encore CapCut. La croissance des souscriptions sur le Creative Cloud semble ralentir, après notamment l'adoption massive du passage au modèle par abonnement. Adobe a effectué et effectue régulièrement des acquisitions qu'elle intègre à ses offres et elle pourrait à l'avenir effectuer une erreur ou surpayer une entreprise. Au niveau des opportunités, elle peut développer notamment des solutions plus accessibles comme elle l'a fait avec Adobe Express pour concurrencer Canva. Elle peut intégrer l'IA dans des fonctionnalités précises comme Adobe Firefly ou encore l'AutoCut dans Adobe Premiere Pro dont je me sers tout le temps. Elle peut racheter des concurrents leaders sur leur domaine comme elle l'a fait avec Figma en 2022. Elle peut étendre également son segment Digital Experience qui est encore très récent et a beaucoup de place pour croître à l'avenir. La multiplication des créateurs de contenu sur Internet et notamment les réseaux sociaux augmente les besoins pour des outils créatifs comme le propose Adobe. Au niveau des menaces, il y aurait des pertes de parts de marché face à des nouveaux concurrents plus simples à prendre en main comme Canva ou CapCut. La difficulté à intégrer l'IA et la perte de pertinence technique face à d'autres solutions. Des risques de cyberattaque ou de défaillance, comme nous le rappellent récemment CrowdStrike et Microsoft. Et à mesure qu'elle s'étend et acquiert d'autres solutions, si elle continue à faire des rachats, elle pourrait attirer l'attention des régulations antitrust notamment. Au niveau de l'avantage compétitif, on a une grande douve stable qui provient de 3 points. Le premier, évidemment, ce sont les coûts de changement. Plus une entreprise utilise de logiciels d'Adobe, et plus il lui sera difficile de changer de solution et surtout de reformer ses équipes à des nouveaux logiciels. Il y a également un effet de réseau, puisque plus il y a d'utilisateurs sur les produits, plus il y a de contenu pédagogique comme des tutoriels, ce qui renforce la communauté utilisant la suite Adobe, et idem, plus de gens utilisent les logiciels d'Adobe, plus les entreprises demanderont des compétences sur ces logiciels spécifiques, et ce qui encourage encore plus l'utilisation de ces logiciels pour avoir des compétences utiles et pour pouvoir avoir un emploi plus facilement à l'avenir. Et également, dernier point, on a des actifs intangibles dans une moindre mesure. Adobe pour moi est une marque forte, tout comme ses logiciels. Je pense que tout le monde connaît le nom Photoshop, Illustrator ou Premiere, qui sont aujourd'hui des références dans leur domaine. Maintenant passons à la checklist fondamentale et on va commencer par les produits. Premier point, les revenus sont prédictibles puisqu'ils sont majoritairement issus d'abonnements récurrents. Par contre, ils ne résistent pas au changement selon moi, puisque ce risque est commun à toutes les entreprises de logiciels, même s'il est cependant, je trouve, plus faible sur Adobe, puisque ces solutions sont vraiment très complexes et spécifiques. L'entreprise a un fort potentiel de croissance, puisqu'elle a encore de la croissance à aller chercher sur son segment Digital Media, et le segment Digital Experience est encore un greenfield, donc c'est-à-dire un marché quasiment vierge pour Adobe. Au niveau du management, on a une bonne allocation du capital, puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire. Le management a été compétent par le passé, puisque l'entreprise a su développer des solutions leaders dans plusieurs domaines différents. Par contre, on n'a pas de skin in the game selon moi sur la société, car mis à part la seniorité, le management actuel n'a pas de lien spécifique avec l'entreprise. Et enfin, Adobe effectue des rachats d'actions réguliers, puisqu'on l'a vu, les actions en circulation diminuent de manière importante, et surtout elle effectue des rachats d'actions réguliers tous les ans. Et enfin, au niveau de l'avantage compétitif, on a une grande douve, puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. L'entreprise est leader sur son marché puisque Adobe n'a pas vraiment d'équivalent sur le segment Digital Media et également selon moi l'entreprise résiste à la concurrence puisque les solutions concurrentes sont souvent très en retard en termes de fonctionnalité et il n'y a pas vraiment d'équivalent sur certains segments. Par exemple, on peut penser à la photographie dans lequel les solutions d'Adobe sont vraiment un incontournable. Donc si on récapitule sur tous ces points, on a une note fondamentale de 16 sur 20, ce qui est très bon. Maintenant passons à la dernière étape, l'étude de la valorisation.
Et pour ça, on va commencer par calculer le prix juste à partir de 4 prix, comme d'habitude. Une méthode de discounted cash flow basée sur les earnings per share qui nous donne 541 $. Une méthode de discounted cash flow basée sur les free cash flow qui nous donne 436 $. Morningstar qui nous donne un prix juste de 635 $. Guru Focus, 573 $. Et la moyenne de ces 4 prix nous donne un prix juste d'environ 546 $ pour Adobe, soit une différence avec le prix actuel de 1,46%, donc l'entreprise est à peu près correctement évaluée aujourd'hui. Et quand on voit la courbe du prix, je regrette vraiment de ne pas avoir analysé l'entreprise plus tôt et de ne pas avoir pu l'acheter fin 2022, début 2023, comme vous pouvez le voir quand elle était au plus bas, autour des 300-400 $. Si on regarde un peu d'autres ratios, on a des free cash flow yield assez faibles de 2,57% qui sont en plus inférieurs à la moyenne historique. On a un PE relativement élevé de 49,05 qui est cependant inférieur à la moyenne historique. On a un PEG ratio relativement correct avec 1,21, des price to free cash flow de 38 qui sont supérieurs à la moyenne historique et un price to free cash flow growth de 1,47, ce qui reste encore une fois relativement raisonnable. Si on récapitule, l'entreprise serait a priori correctement évaluée, voire légèrement surévaluée aujourd'hui, avec 1,46% de surévaluation. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous trouverez sur le site internet iq-invest.fr toutes les ressources que je mets à votre disposition, que ce soit l'application IQ Invest, des entretiens individuels pour échanger avec moi sur votre stratégie et pour que je puisse répondre à vos questions, des liens de parrainage et des codes de parrainage pour ouvrir un PEA ou des comptes titres et gagner de l'argent et des bonus au passage, la bibliothèque de l'investisseur pour retrouver tous les livres essentiels pour investir, et le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest tous les lundis matin à 8h. Et maintenant, pour conclure, Adobe est donc une entreprise de qualité qui surperforme le S&P 500 à long terme, elle possède un grand moat avec des fondamentaux excellents, elle est le leader incontesté des solutions logicielles pour les créatifs avec des noms comme Photoshop, Illustrator ou Premiere qui sont vraiment des incontournables. Elle est aujourd'hui légèrement surévaluée selon moi. Et pour moi, ça va être oui. En me posant vraiment sur l'analyse de l'entreprise, j'adore cette entreprise et je suis moi-même un utilisateur régulier des produits et ce depuis de nombreuses années, même depuis plus de 10 ans probablement. J'ai toujours utilisé des produits d'Adobe, que ce soit Photoshop ou Premiere, ou encore plus récemment Figma, qui a été racheté par Adobe et que j'utilise vraiment au quotidien et pour toutes mes productions. Donc c'est une entreprise dont je connais vraiment bien les produits, avec laquelle je suis à l'aise et que je trouve vraiment très qualitative. Elle va rejoindre ma watchlist. Par contre, je ne sais pas si je vais l'acheter aujourd'hui avec des niveaux de valorisation assez élevés quand même et un PE autour des 40. Donc seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, elle va intégrer ma watchlist. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez Adobe et ce que vous pensez de la société. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!